Eh bien, bonjour à tous. On va évoquer maintenant les métiers et les emplois dans la filière bois ameublement, mais aussi dans les métiers d'art du bois. Et je suis pour cette visio en direct d'un atelier de lutherie de Mirecourt. Si je m'écarte un petit peu, vous verrez l'atelier avec une forme de violon, avec Antoine Carbonard qui est luthier du Quatuor à Mirecourt. Et on est en liaison avec Adriane Botoura qui est chargée de la formation continue à l'AFCA à l'IFOL. Donc on est tous en direct des Bonjour. Vosges. Et on va commencer. Première question à Antoine. Peux-tu nous dire un peu comment tu as découvert ce métier, comment tu t'es préparé à l'exercer et comment tu l'exerces aujourd'hui? Alors moi j'ai un parcours assez atypique puisque je suis fils de luthier. L'atelier était dans la maison où j'ai grandi, donc pour moi le premier contact avec le bois et les métiers autour du bois, c'était un peu ma salle de jeu en fait. C'était l'atelier, les outils, des jouets, le bois, une matière pour s'amuser avec. Donc très petit, j'ai joué avec les chignoles, les rabots et tout ça. Et je m'amusais à faire des trous dans du bois, à raboter du bois. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec la lutherie. Ensuite, il y a eu la musique, où j'ai été musicien. Et quand on associe ces deux passions, le bois, la musique, on arrive forcément sur la lutherie. Donc c'est la chance que j'ai avec mon parcours. Heureusement, d'autres ont accès à des formations spécialisées comme l'école de Mirecourt. On reparlera Ouais. justement de l'école nationale de lutherie qui est à Mirecourt. Adrien, si on se transporte du côté du CFA de l'AFCA, là on est dans les métiers de l'ameublement, les métiers en pleine évolution. Est-ce qu'on peut lister un peu les métiers qu'on peut apprendre à l'AFCA? Alors, à l'AFPIA, on a une multiplicité justement de métiers que j'ai pu découvrir aussi moi en entrant dans l'établissement, qui passe par les métiers du bois, donc l'ébénisterie, la menuiserie, mais aussi d'autres métiers qui utilisent d'autres matériaux comme le tapissier en siège, le couturier, la couturière, et de nos jours aussi, tous ces métiers-là se regroupent tous sur la commande numérique. Donc, on a toutes ces formations possibles à l'AFPIA sur de l'ameublement. Donc, c'est-à-dire vraiment tout ce qui compose une pièce de vie, d'habitat, tout l'agencement, tout l'équipement bois. On peut, pour les gens qui nous écoutent, aussi rappeler que c'est une famille de métiers très large, puisqu'il y a les métiers que vient de citer Adrien, mais si on parle du bois, on pourrait aussi parler de l'encadreur qui travaille le bois, on pourrait parler du marketeur, on pourrait parler, et ça Adrien on en reparlera, du menuisier en siège, qui est une spécialité très lifoloise, on pourrait parler du Exactement. peintre sur mobilier, on va reparler du sculpteur sur bois, parce que le sculpteur sur bois c'est un métier que vous partagez, Antoine et Adrien. On peut parler effectivement du tourneur. Et puis, petite note régionale, on pourrait aussi parler du vannier. C'est pas du bois, c'est du végétal, mais c'est aussi le travail d'une matière naturelle qui existe dans notre région. Si je vous demandais, Adrien, les qualités qu'il faut avoir pour travailler dans les métiers du bois, quelles sont les qualités qui sont mises en avant dans ces métiers? Alors bien évidemment, la première chose, hein, on est sur du toucher, on est sur des métiers de matériaux, donc c'est cette dextérité-là, c'est cette sensibilité-là qu'il faut avoir, ou du moins l'attrait. Ensuite, par le biais d'un positionnement, donc une petite pratique au début, vous pouvez vérifier ces premières qualités-là, et ensuite, eh ben, il y a tout le goût du style, du design, justement de commencer par une conception sous forme d'un croquis, sous forme maintenant aussi de conception assistée par ordinateur, ensuite une réalisation, donc sous forme d'utilisation de machines traditionnelles ou outils à main, ou sinon toujours, on y revient, la commande numérique maintenant qui nous équipe tous au niveau des entreprises, que ça soit du petit artisan comme de la très grosse industrie, on n'y coupe plus. Et ensuite, en qualité, on a aussi tout ce qui est aspect dans la production de vraiment de se diversifier, d'être polyvalent. Justement, tous les métiers qu'on vient de citer, qui passent du début de la conception jusqu'à la fin. On n'a pas parlé du vernisseur, laqueur. Avoir cette polyvalence-là quand on est petit artisan, ou sinon une Justement, spécialité bien définie quand on est dans l'industrie. Justement, Adrien, vous parliez du vernisseur.
On vous a entendu parler des outils. Je pense que les outils finalement qu'utilise Antoine, c'est un peu les mêmes que les vôtres. Quels sont les outils que vous utilisez le plus fréquemment en lutherie? Le plus fréquemment, ça va être des rabots, mais alors tout petits, gros comme mon pouce, des gouges, là un peu plus importantes, enfin de différentes tailles en fonction de la sculpture. Quand on sculpte une volute, on utilise tout un jeu de gouges de taille et de gabarits différents. Le racloir, pour après affiner le bois. C'est vraiment les outils que j'utilise le plus, principalement. Voilà, le racloir qu'on appelle racloir quand on est chez les luthiers, qu'on appelle ratissoir quand on est chez les ébénistes, mais qui est effectivement le même outil. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a peut-être une chose qui est un peu particulière dans les métiers de la lutherie, c'est que quand vous êtes luthier, vous êtes en même temps un peu ébéniste, vous êtes en même temps un peu menuisier, vous êtes en même temps sculpteur, et vous êtes en même temps vernisseur. C'est-à-dire que vous exercez plusieurs métiers. Parce que la réalisation d'un violon, par exemple, nécessite toutes ces étapes. Donc, il y a la conception de l'instrument. Effectivement, là, ça sera presque de la menuiserie par endroit. Où, il y a la sculpture avec la forme de la volute, les ébauches des voûtes, les ouïes. Et il y a, à la fin, très important, le vernis, évidemment, qui va donner toute la personnalité à l'instrument et tout ça. Et c'est en général les techniques qu'on apprend aussi en dernier. Si on parle vernis, par exemple, à l'AFPIA, il y a un métier qui est nouveau, peut-être que Adrien peut nous en parler, c'est le métier de... Alors c'est plus vernisseur, on va dire maintenant, on est presque dans un métier décorateur de surface, et il y a une chose qui s'appelle le contre-typage. Vous pouvez nous en parler, Adrien? Alors oui, plus généralement, c'est pas un métier qui est nouveau, mais c'est un métier qui a été peu considéré. C'est-à-dire que ce qui donne le clinquant à la fin au meuble, c'est la finition, le produit fini, justement la finition, le vernis, la laque, la teinte, c'est quelque chose qui était des fois trop négligé au niveau des compétences. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'opérateur spécifique. Aujourd'hui, on en forme pour les métiers de l'art comme pour dans l'industrie, et on utilise justement des techniques qui sont différentes de la lutherie, peut-être avec des cabines hors poussière, aspirantes. On pistole, donc on a un pistolet pour justement appliquer vernis, laque, teinte, et donc pour des grandes surfaces, mais aussi des petites, c'est la même chose. On fait pas comme la lutherie, on peut faire des finitions au tampon ou autre, plus manuelles, mais en général, on utilise ces techniques sur la finition. Alors qu'elles soient très simples, unies, mais aussi très complexes, on peut faire du contre-typage. Le contre-typage, c'est par exemple le client, la demande client qui dit écoutez, voyez, moi ma chemise à damier, je l'aime bien, je veux que ma table soit identique. Alors le but du jeu pour l'opérateur en finition, ça va être de retrouver les mêmes teintes, la même couleur dans un premier temps, mais ensuite, en fonction du fond, c'est-à-dire de l'essence sur lequel on va appliquer la finition, il va falloir contrer, entre guillemets, si l'essence est plus foncée, contrer avec la finition qu'on applique pour qu'à la fin, ma chemise soit, si elle est posée sur la table que je finis à damier, que la différence ne se voit pas, pardon. Et ça, c'est vraiment une compétence et des techniques très particulières et aussi une finesse artistique, visuelle à la fin. Alors ça, c'est une finition spécifique, mais dans l'ameublement, on a des finitions craquelées, usées, des grands brillants pour le luxe, des effets miroirs, mais aussi plein de parallèles, plein de compétences transversales avec d'autres métiers. C'est quelque chose qui vous rapproche un peu des luthiers, puisque les luthiers, quand ils vernissent, il y a des choix de teintes différentes, il y a des attentes de forme, de couleur sur les vernis. Là aussi, on s'aperçoit que le vernis, c'est une protection comme dans l'ameublement, mais c'est aussi un décor, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. C'est quelque chose qui évolue beaucoup. Déjà, chez les luthiers fabricants, c'est une manière pour nous d'affirmer un peu notre style, notre personnalité, donc de se différencier aussi. C'est parfois des questions de goût aussi, et ça évolue avec la mentalité des musiciens qui s'ouvrent également de plus en plus, parce qu'à l'arrivée, ce sont eux nos clients. C'est pour eux qu'on travaille, donc il faut qu'on leur fasse de beaux instruments. Et quels sont les emplois aujourd'hui qui sont proposés par la filière bois ameublement? Sur quel métier les employeurs vous sollicitent le plus en tant que centre de formation?
Alors, en tant que centre de formation ou en tant que coordinateur sur les formations continues, donc dans les entreprises, les grosses tensions sont sur l'agencement, le garnissage, donc la tapisserie. On a aussi la menuiserie, tout ce qui est pose, mais aussi tout ce qui est issu après de l'industrie, c'est-à-dire les opérateurs sur commande numérique. Puis ensuite, une fois qu'on avance dans la chaîne de production, il y a aussi la pose de toutes ces cuisines, salles de bain qui sortent de l'industrie. En finition aussi, on vient d'en parler. Alors, Adrien, je vous arrête sur la pose parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même qui existe depuis quelques années. Il y a un vrai métier aujourd'hui de poseur en agencement. C'est autre chose que le fabricant. C'est un vrai métier, le poseur. C'est un vrai métier parce que la pose, ce n'est pas uniquement, par exemple, assembler son meuble Ikea, but de meilleur chez soi le dimanche, mais c'est la pose d'un agencement de bibliothèques murales, de produits qui viennent du luxe ou même des cuisines très chères. Et donc sur place, une fois qu'on est sur son chantier en France, mais aussi ça peut être dans d'autres pays à l'étranger en fonction des clients, il faut savoir, sur le champ, faire sa petite retouche. Vous avez fait un coup sur un meuble, comment savoir regonfler ce coup, figer, reproduire la teinte. Justement, là, on parle aussi on peut parler de compétences de finition, de compétences d'ébéniste, de compétences justement d'agenceur pour combler par exemple un espace une fois qu'on a fini d'agencer un espace, je parle un petit jour de quelques millimètres à la fin d'une pièce ou autre, et de pouvoir produire avec de l'outillage électroportatif et sur place le manque ou les retouches. Donc poseur, c'est pas uniquement un métier physique et répétitif, c'est aussi un recul une fois qu'on sort de l'atelier sur l'endroit où on va poser, l'adaptabilité et aussi toutes les compétences sorties de l'atelier avec du portatif. On se demande si pour ces métiers-là, il faut avoir des formations avant. Alors en lutherie. Alors moi, de par mon parcours, ma particularité, ça m'a quand même pris presque une dizaine d'années pour maîtriser mon métier. Parce que j'ai commencé dans l'atelier de mon père, apprenti sur des petits instruments plus simples à faire, ouvrier, donc c'est-à-dire faire l'ébauche de pièces ou tout ça d'instruments que je ne terminerai pas moi-même. Ensuite, assistant, où là on travaille sur l'intégralité de l'instrument jusqu'à aujourd'hui être dans mon atelier aujourd'hui installé où je fais tout intégralement jusqu'au vernis, jusqu'au montage et tout ça. Mais il faut compter une petite dizaine d'années pour maîtriser son métier. Il faut savoir que pour les élèves qui passent par l'école de lutherie, en règle générale, c'est des élèves qui sont déjà titulaires d'un bac. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ont déjà fait des formations bois en ébénisterie. Ils passent beaucoup en stage, en formation. Et puis ensuite, ils vont avoir au moins une année de CAP, suivi de 2 années de DMA. Donc ils vont passer 3 ans à l'école de lutherie. Et ensuite, ils ont un parcours de 3-4 ans d'assistants dans différents ateliers avant de pouvoir envisager d'être luthier de plein exercice. Pour les métiers de l'ameublement, peut-être que les parcours sont moins longs, mais les formations sont absolument nécessaires, Adrien. Voilà, les formations sont absolument nécessaires, mais plus courtes. Par exemple, un opérateur sur commande numérique, on peut le former en 9 mois. On peut former justement sur la formation continue, donc les adultes qui ont déjà justement un bac ou l'équivalent ou validé des matières générales. On peut s'écarter de ces matières-là et vraiment que sur le technique. Donc on peut avoir des formations qui sont raccourcies à 1 an, même sur un CAP ébéniste par exemple. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément préconisé, c'est-à-dire qu'on a les compétences, les techniques, mais ensuite le geste, la rapidité, on rejoint la lutherie petit à petit, et il faut être bien conscient que la formation à l'AFPIA ou dans d'autres organismes de formation s'arrête après cette année-là, mais qu'on reste en formation en entreprise pendant plusieurs années par la suite. Et justement aussi, les entreprises porte à développer ces compétences-là aussi. On peut dire, Adrien, qu'il y a en fait un premier niveau de formation qui va être le CAP dans tous ces métiers-là, qui peut se faire suivant qu'on a déjà une formation en 1 an ou en 2 ans, que ça donne la base du métier, qu'ensuite, si on veut s'améliorer, on va trouver des brevets métiers d'art, des bacs pro ou des brevets professionnels,
qui là permettent d'être un ouvrier qualifié. Et puis ensuite, on a l'échelon des formations de type BTS, licence, qui eux vont permettre d'atteindre le niveau conception, bureau d'études. Est-ce que le travail de la matière continue à être un élément important, quel que soit le niveau où on exerce dans ces métiers? Quel que soit le niveau, on accède toujours au toucher de la matière et aux produits finis. Qu'on soit en bureau d'études, dans une petite ou une grande entreprise, c'est des compétences qu'on développe ici, c'est de toujours descendre en atelier, de faire ses tests, quoi qu'il se passe. On reste pas, par exemple, quand on fait un BTS développement réalisation bois derrière son PC, on descend une fois qu'on a conçu, une fois qu'on a lancé la machine. Avoir ce contact-là. Même quand on manage une équipe dans nos métiers de l'ameublement, on reste toujours au contact de la matière, même sur des métiers plus annexes comme l'approvisionnement, comme le web marketing, etc. On doit être convaincu, connaître le produit qu'on vend, ses qualités, les essences, ce qu'il compose, jusqu'à la quincaillerie aussi. Il faut justement connaître tout le fonctionnement et l'imbriquement des métiers et surtout du produit qu'on réalise. Alors cette question de la matière en lutherie, est-ce que c'est important? Quels sont les bois que vous utilisez? Les bois locaux, comment on les choisit, où on les trouve? Alors, on utilise deux essences principalement, hein, l'épicéa pour la table d'harmonie, pour ses propriétés, voilà, c'est un bois assez souple, il fera comme une membrane pour la vibration, et l'érable pour tout le reste, qui lui est très dur, qui fera caisse de résonance. L'érable, on le prend plutôt vers le Jura, voilà, pareil, l'épicéa, en fait, on aime un bois qui pousse avec un petit peu de contrainte quand même pour qu'il soit plus dense. Des choses de plus en plus dures à trouver. Il faut surtout du bois à qui on laisse le temps de pousser et de sécher. Donc il faut déjà 150 ans sur pied minimum et puis ensuite une dizaine d'années de séchage. Voilà. Alors, Adrien, je crois qu'il y a un bois aussi à l'IFOL que vous connaissez bien et ça se rapporte à un métier, c'est le hêtre, qui est un bois qui est un peu particulier et qui est utilisé pour la menuiserie en siège. Voilà, ce n'est pas le Wenge qui est plutôt africain que vous voyez derrière moi, mais c'est exactement, c'est le hêtre blanc plus précisément. Les grandes capitaineries d'industrie se sont installées à l'IFOL justement parce que on est entouré de ces forêts de hêtre blanc, qui est un bois qui permet justement la construction de carcasses de sièges. Qui est résistant, qui se teinte aussi facilement. Justement, le hêtre blanc, au niveau de sa teinte, permet justement de la changer facilement, de la recouvrir facilement. Donc, il y a aussi plein d'autres facteurs qui influent autour de tout ça, mais on utilise principalement des bois locaux ou sinon, voilà, des bois français, du chêne et du frêne et autres. Ensuite, bien sûr que on s'éclate justement quand on est ébéniste, quand on veut faire des finitions bien spécifiques ou luxueuses, à utiliser des bois précieux qui viennent d'autres pays, tout en maîtrisant aussi le côté impact et puis voilà, d'apporter juste la bonne touche nécessaire à la conception de la carcasse, du meuble ou autre. Effectivement, il y a un centre de formation à l'IFOL, à Neuchâteau, dans l'Ouest vosgien, mais que les métiers du bois et de l'ameublement, on peut les apprendre partout dans le Grand Est, qu'on soit à Reims, à Strasbourg, à Troyes. Il y a des établissements qui forment de façon basique sur les métiers de la menuiserie, de l'ébénisterie. Il y en a un petit peu partout et vous les retrouverez sur tous les sites d'orientation. Je voudrais revenir maintenant sur quelque chose qui finalement vous rassemble, c'est que tous ces objets-là, vous les fabriquez pour des personnes et c'est toujours un plaisir de savoir jusqu'où vont vos productions. Alors je sais que à l'IFOL, par exemple, on a des fabricants de sièges dont les produits partent à l'autre bout du monde dans des grands palaces, c'est ça ? Alors oui, on a l'IFOL, donc on a tout le luxe qui est regroupé, tout le Paris, toute la Normandie, toutes ces choses-là déjà françaises qui partent dans ces départements qui achètent beaucoup de luxe. Mais ensuite, ça part voilà chez les Qataris avec Orio à l'IFOL qui refait aussi l'Opéra Garnier, qui vend des meubles pour les Russes, donc des riches industriels. On a tout simplement même par exemple un cuisiniste qui est en Haute-Marne dans le 52, les cuisines Martinelli pour ne pas les citer, qui font des cuisines pour le particulier ici
et ils les vendent localement, mais ils ont aussi des chantiers sur les îles Moustiques, c'est les toutes petites îles françaises à l'autre bout du monde où ils vont avoir des cuisines oui, d'une autre gamme, plus qualitative, qui vont venir implanter et poser, où les poseurs prennent l'avion avec les cuisines. Et voilà, donc on a ce savoir-faire en France, et même, je pense, peut-être pour répondre même pour notre luthier, voilà, quand les Je crois qu'il y a effectivement des points communs. Je crois que les musiciens, c'est des gens qui voyagent, donc les instruments, ils voyagent avec eux. L'avantage, c'est que l'instrument, c'est facilement transportable, donc forcément, le violon fait le tour du monde avec son musicien. Donc évidemment, on a de la chance de retrouver des violons de Mirecourt partout dans le monde. On peut citer un exemple, c'est un peu ancien, mais c'est amusant à citer. Sur les paquebots à l'époque, sur le paquebot Normandie, une partie du mobilier avait été fait à l'IFOL, et il y avait des orchestres sur ces paquebots qui jouaient des violons fabriqués, des violons fabriqués à Mirecourt. Mais j'ai aussi en mémoire une jeune tapissière d'ameublement qui avait été formée en 1 an à Neufchâteau et qui, juste à la sortie de sa formation, a été embauchée dans une entreprise et a été livrée un chantier un peu en urgence au Maroc, et c'était la première fois qu'elle prenait l'avion parce qu'elle a accompagné les meubles pour finir les meubles sur place au Maroc. Et voilà, c'est aussi des métiers qui peuvent permettre de voyager, surtout quand on est dans l'exception. Alors, je voudrais revenir un peu à la question de l'emploi, de la place du numérique. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Le numérique commence à prendre de la place. Est-ce qu'il remplace le geste à la main? Est-ce qu'il le complète? Comment ça se passe, Adrien? Alors, moi, je dirais pas qu'il le remplace. Il est indispensable de nos jours pour certains types de production et sur tous nos métiers qu'on vient de citer, que ça soit par exemple de la couture où les brodeuses sont numériques maintenant, que ça soit surtout sur de la menuiserie ou de l'ébénisterie où on peut, avec des commandes numériques sur 3 ou 5 axes, reproduire tout ce qu'on souhaite comme forme, comme type d'assemblage, que ça soit en finition où on a des robots qui permettent justement de balayer les objets, ou justement de la cobotique qui permet de travailler avec l'homme. Alors ça remplace pas, mais il faut savoir l'utiliser parce que c'est l'ère moderne de production. Et en fonction de ce qu'on fait, de la réflexion qu'on a, on peut utiliser soit ses mains et ses outils, soit justement forcément la commande numérique. Après, je vous cache pas que si on est dans la grande industrie, comme Schmitt, Alsapan, qui est en Alsace chez nous, Schmitt à Lièvre ou à Célestin, là forcément on va avoir des lignes de production qui font plusieurs, des fois centaines de mètres de long, où ça sera de la commande numérique. Mais on aura toujours des fois une petite partie retouche ou autre sur ces panneaux-là qui sera à la main. On peut pas exclure. Okay. Je pense que là, par contre, le numérique dans la lutherie, c'est plutôt un peu moins. Ouais, c'est même beaucoup moins, mais parce qu'en fait, nous, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur de production. Un luthier a une toute petite production, ça dépassera jamais une toute petite dizaine d'instruments dans l'année, et encore. Et pour autant, le numérique n'est pas absent de vos ateliers. Non, le numérique n'est pas absent puisqu'on en a forcément besoin, ne serait-ce que pour la gestion, la communication. C'est un outil indispensable pour montrer notre travail, pour faire sa promotion, pour tout simplement se montrer aux clients. Donc le numérique est indispensable, évidemment, dans tous ces volets-là. On est aujourd'hui sur une journée qui nous rappelle la place qu'on doit aux femmes dans notre société. Et moi, j'ai un peu envie de vous interroger, Adrien, quelle place pour les femmes dans les industries de l'ameublement? Toutes, sans aucun problème. La mixité, on le voit en centre et on le voit à l'intégration des jeunes et moins jeunes de tout sexe à la suite dans les entreprises. Et c'est ce qui vraiment valorise le travail, recoupe les idées. Parce que hommes et femmes, on n'a pas les mêmes idées, sensibilités, et on le voit dans un groupe d'apprentis quand il y a une mixité, la bonne entente qu'il y a, et ensuite en entreprise, pareil, si on avait que des hommes dans un métier ou que des femmes, les confrontations ne seront pas là et justement on n'avancerait pas. Et les confrontations positives. Ça veut dire que vous avez déjà des femmes ou des jeunes filles dans les apprentis, en ébénisterie, en agencement, sur tous les niveaux, même sur les BTS? Sur tous les niveaux, sur toutes les qualifications. Il y a même des métiers
à l'époque comme le tapissier en siège, qui était un métier exclusivement réservé aux hommes, entre guillemets, dans les mœurs plus anciennes. Et depuis 20-30 ans, de plus en plus de femmes se greffent sur ces métiers-là, réussissent très bien, ouvrent leurs entreprises ou ont des postes de responsables de production. Mais non, vraiment sur tous ces domaines-là, tout le monde est bienvenu. Alors, dans la lutherie, De ma génération, je dirais qu'aujourd'hui, on est à peu près autant de luthières que de luthiers. Et il y a qu'à voir le trombinoscope à l'école nationale de lutherie. Il y a peut-être même plus de futures luthières que de futurs luthiers. Donc, c'est vraiment une profession qui s'est très ouverte là-dessus. si pour terminer, je dis que c'est des métiers où il faut aimer la matière, on est bien d'accord sur ce plan-là. C'est des métiers qui sont ouverts à tous, Oui. auxquels on peut accéder en sortie de troisième, mais aussi après le bac, et aussi en reconversion, particulièrement dans les industries de l'ameublement où il y a plein de propositions. C'est des métiers où il y a de l'emploi. Pour ce qui concerne l'ameublement, on va dire qu'en Il y a du lutherie, travail, mais pas forcément d'emploi. voilà, ça veut C'est dire nuance, quoi. on est plutôt dans la création de son C'est propre ça. atelier après avoir fait un peu d'assistanat dans les ateliers C'est ça. de luthier. Et c'est des métiers sur lesquels aujourd'hui, contrairement au passé, hommes, femmes, tout le monde peut venir. C'est l'intérêt pour le métier qui prime, c'est ça, Adrien? C'est l'intérêt pour le métier, surtout la motivation. Et du moment que la base est là, c'est-à-dire le savoir-être, on arrivera toujours à emmener le jeune et les moins jeunes à la place qu'ils souhaitent avoir dans l'ameublement. Et Dieu sait qu'il y a de la place, et les entreprises et les organismes de formation sont ouverts, ne serait-ce qu'à la visite. Dans la lutherie, c'est la même chose, il y a de la place, il faut le vouloir. Alors, en fait, si on en a vraiment envie, qu'on s'en donne les moyens et qu'on est passionné, il y a vraiment du travail, et il y a de la place, il y a beaucoup de place à prendre parce qu'il y a toujours autant de musiciens, donc autant besoin d'instruments. D'accord. Bien, écoutez, messieurs, je vous remercie. Je vais citer deux sites sur lesquels vous pouvez vous repérer. Le site afkia.fr sur toutes les industries de l'ameublement, et puis le site métiersdart.grandest.fr, et vous aurez aussi tout un tas de sites nationaux qui font un point complet sur les métiers de l'ameublement. On l'a pas dit, mais bien sûr, les parcours, c'est formation initiale dans des lycées, ou CFA et apprentissage, ou pour la lutherie, alors là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est l'école nationale de lutherie à Mirecourt où nous sommes. Voilà, merci à tous.